Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Jaglin et je suis en charge de l'activité du BIM et du numérique au sein du pôle Fibre Énergie Vie. Bienvenue à ce webinaire qui portera sur un sujet ô combien sensible, hein, c'est-à-dire le retour sur investissement du BIM. Donc, je voudrais tout d'abord remercier nos interlocuteurs qui vont intervenir pendant ce webinaire. Merci à eux pour leur disponibilité, hein. Merci à eux de prendre de leur temps pour venir partager avec vous leur retour d'expérience sur ce sujet. Merci également au service communication du pôle, hein, la personne de Florian, d'avoir préparé cet événement. Donc, un petit tour rapide sur l'agenda. Donc, on vous fera une rapide introduction du pôle Fibre Énergie Vie. Vous aurez ensuite l'intervention de Benoît Senior d'ADN Construction qui va un petit peu cadrer le sujet. Une intervention de Damien Cordier, gérant du cabinet d'architecture d'RLW, qui vous donnera sa vision en tant qu'architecte sur le sujet du BIM et ce qu'il a mis en place et les fruits qu'il en récolte dans son cabinet d'architecture. Puis nous aurons l'entreprise de Luc Jacquemin, donc l'entreprise Simon Jacquemin, qui est une entreprise de plaquistes, et assisté de Karim Bourguib, qui est le gérant de BIM Cloison, hein, le logiciel BIM Cloison, qui vous parleront de ce qu'ils ont mis en place dans l'entreprise. Et enfin, on terminera avec l'intervention de Frédéric Reynaud de l'entreprise de gros œuvres Ragoussi, hein, une entreprise qui est située dans le sud de la France, qui pratique le BIM de maintenant depuis plusieurs années et qui viendra partager avec vous son retour d'expérience. Et puis nous aurons des questions-réponses par la suite. Hem, Rapide tour du pôle Fibre Énergie Vie. Qui sommes-nous? Ben, nous sommes un pôle de compétitivité labellisé par l'État. Nous sommes le pôle de compétitivité sur le bâtiment, les matériaux et l'énergie, donc un pôle en lien direct avec le CSF, hein, Industrie pour la construction. Nous travaillons sur 4 thématiques clés importantes que sont l'énergie, santé et confort des usagers, carbone et numérique et IA. C'est dans ce cadre-là que l'intervention aujourd'hui a lieu dans le cadre de la partie numérique et IA. Nos moyens d'action, nous sommes d'abord un réseau de plus de 230 membres avec l'ensemble des acteurs de la filière. Heu, Nous avons également, comme pôle de compétitivité, le premier moyen d'action, c'était de faire des projets de recherche et développement, des projets collaboratifs pour, pour les accompagner, les aider, trouver les bons interlocuteurs, les laboratoires de recherche, les académiques. Donc véritablement l'essence même des pôles, c'était de marier les entreprises avec des laboratoires de recherche pour financer des projets de recherche et développement. Et enfin, on a un troisième thème, porte sur les services, le service autour du BIM, du numérique, autour de l'économie circulaire, autour de l'accompagnement des projets, qui sont menés par les équipes du pôle. Voilà, un écosystème de 130 membres avec les différents groupes, entreprises, qui apparaissent sur la diapo. Donc, un un réseau qui est quand même très représentatif de la filière, comme vous pouvez le voir, avec des industriels, des cabinets d'ingénierie, de la maîtrise d'ouvrage, publique, privée, des architectes, des constructeurs, des éditeurs de logiciels, voilà. Voilà quelques diapos pour terminer cette présentation, mais je vais maintenant, oui, juste un dernier rappel. Le pôle a une forte activité sur, l'activité, concernant le BIM et le numérique avec, différents dispositifs qui vont, du club BIM, du webinaire BIM, à la formation, à des études d'opportunité et 4 briques que vous pouvez voir, sur cette diapo, que sont la brique sur la partie industrielle, la brique sur la conduite d'opération, puisqu'on a maintenant une expérience de plus de 30 projets, qui soit sont terminés, soit sont en cours, ou ont démarré, sur la partie BIM conception et BIM chantier. On accompagne également des maîtres d'ouvrage publics et privés sur la partie gestion, exploitation, maintenance, ainsi que sur le CIM, donc le CIM, le City Information Modeling, ce qu'on appelle le BIM Urba. Voilà, avec une plateforme collaborative et un espace de construction virtuelle situé au sud de Strasbourg. Alors pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet BIM Énergie, où vous aurez plus d'informations sur l'ensemble des services que nous proposons sur cette thématique. Voilà, je vais passer la parole à Benoît Senior d'ADN Construction qui va donc vous cadrer vous faire l'introduction sur le thème du jour. Donc Benoît, la parole est à vous.
Bonjour, est-ce que tout marche? Je crois que tout marche. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je me présente, Benoît Seigneur, je suis secrétaire général d'ADN Construction. ADN Construction, c'est l'association pour le développement du numérique dans la construction qui regroupe toutes les organisations professionnelles de la filière et est en charge qui a été en charge du plan BIM, du pilotage du plan BIM 2022 et qui se retrouve maintenant aux côtés de l'agence qualité construction dans le pilotage du nouveau plan. Donc je vais vous rappeler très rapidement les actions qui sont entreprises. Un plan BIM, mis en place par les pouvoirs publics pour favoriser, encourager la transition numérique de la filière et généraliser l'usage du BIM. Donc c'est un plan d'État dans lequel vous retrouvez les organisations professionnelles, dans un comité de pilotage, dans les groupes de travail et on met en œuvre des actions qu'on voit, ici, des actions pour, servir tout type d'acteurs et toutes les typologies d'acteurs, de la maîtrise d'ouvrage jusqu'à l'entreprise, les architectes, la maîtrise d'œuvre, tous les acteurs, les industriels aussi, évidemment. Donc 6 actions, qui sont reconduites, qui sont, disons on a resserré et intensifié le travail par rapport au plan BIM 2022 qui s'est terminé. Maintenant, le nouveau plan BIM qui prend la suite a resserré son action autour de ces 6 thématiques. Évidemment, généraliser la commande en BIM, un dictionnaire national de propriété qui vient un peu structurer la démarche d'un point de vue national en homogénéisant tout le vocabulaire utilisé dans la construction. Un observatoire du numérique qui nous permet de mesurer l'appropriation et la pénétration du BIM et de l'usage de la maquette numérique auprès de tous les acteurs. Donc, on va voir juste après les chiffres de l'année dernière. Un très fort volet formation, on l'a vu dans les activités du pôle fibre énergie vie. C'est la formation initiale et continue sont deux. C'est un aspect qui est éminemment important dans une stratégie de transformation numérique. Le BIM et territoire, lui, c'est une action qui consiste à faire un tour de France, donc qu'on a appelé le BIM Tour, dans lequel on vient animer pendant une journée avec des tables rondes et des échanges sur des vrais projets qui ont eu lieu avec les acteurs du projet, qui nous font un retour de leur expérience, des usages BIM qu'ils ont pu expérimenter. Dans le cadre du Grand Est, par exemple, la date était à Reims. On a eu donc 2 projets, 2 tables rondes qui ont été présentés, à la fois sur une opération neuve et une opération de rénovation, les 2 utilisant du BIM ou utilisant la maquette numérique pour des usages spécifiques. Vous retrouverez toutes les vidéos des événements sur la chaîne YouTube du plan BIM 2022. Et enfin, l'appel à projets, les expérimentations, c'est un fort volet qui a fait ses preuves dans le plan précédent. C'est pour cette raison qu'il est reconduit aujourd'hui, parce que le numérique, la maquette numérique, le BIM, on construit toujours. On construit toujours, on développe toujours des nouvelles choses, c'est le propre du numérique. Mais il faut expérimenter, il faut avoir des retours d'expérience. Les bonnes pratiques ne peuvent pas venir d'une direction nationale ou d'une direction centrale qui serait à Paris et qui pourrait rejaillir sur les territoires, qu'on descendrait sur les territoires. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est un moyen de pouvoir valoriser ce qui se passe à l'échelle locale et pouvoir nous en inspirer et essayer de mutualiser les expériences sur tout le territoire. Voilà pour les actions du plan BIM. Je vous propose de regarder très rapidement quelques chiffres de l'Observatoire 2021 qui nous permettent un peu de planter le décor sur l'appropriation du BIM et de la maquette numérique dans la filière. Les premiers chiffres que je vous présente, c'est on voit que des pratiques numériques qui se développent. Alors, petite parenthèse, les chiffres que vous voyez en parenthèse sont la progression par rapport à l'année d'avant, 2020. Donc, c'est pour ça que vous voyez plus 4 points, 12 points, etc. Donc on voit quand même que près d'un acteur sur 5 aujourd'hui, tous métiers confondus, utilise des outils numériques de CAO et de BIM dans leur activité. On voit également, effet Covid, qu'il y a eu un bond très significatif sur l'usage des plateformes collaboratives de partage de visio comme Zoom, WeTransfer, Teams, etc. On voit également
que les fonctions de collaboration des maquettes numériques via une visionneuse sont aussi en progression. Ce qui est logique, quand vous progressez dans le BIM, très rapidement, vous allez être amené à manipuler la maquette numérique via une visionneuse. Donc, ce qui est très positif, c'est que 40% des acteurs jugent utiles les fonctionnalités numériques et BIM et ils les utilisent dans leur projet. Et ça, c'est un indicateur très intéressant parce que le BIM, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et pour l'instant, on a beaucoup de mal à mettre le doigt sur le ROI. Alors, vous me direz, c'est le thème de ce webinaire aujourd'hui. C'est difficile, c'est ce que j'avais répondu lorsqu'on m'avait invité à intervenir. C'est très difficile de mettre le doigt sur un ROI. Pourquoi? Parce que les gains sont à observer au-delà du gain financier. Si on peut estimer qu'un acteur investisse dans un outil, dans une formation, et il passe du temps, donc vous avez deux montants là qui peuvent être quantifiés, on va avoir du mal à quantifier le retour financier quand il s'agira de gains de qualité intrinsèque de l'ouvrage, mais aussi de qualité de vie, de qualité de travail, etc. Donc c'est très, très compliqué. D'autant qu'un ROI, on peut le calculer à l'échelle de l'acteur qui a fait l'investissement, mais pour être complet, il faudrait aussi le calculer sur l'opération. Qu'est-ce que le BIM a permis de gagner en le mettant en place sur une opération par rapport à une autre? Et là, on voit la complexité, c'est qu'il est très difficile de pouvoir comparer une opération qui aurait été faite en BIM avec une opération classique. Deux projets, on n'est pas dans une logique industrielle où on sortirait des bâtiments les uns après les autres. Et donc, ça rend très compliqué ça. Par contre, sur une structure, on peut déjà plus rentrer dans le détail, mais toujours avec cette réserve. Il est vrai que des nouvelles pratiques qui se développent, ça fait peur, ça fait peur. Il faut lutter contre il faut surinvestir, on va dire, pour le mettre. Donc vous allez parfois perdre en productivité dans un premier temps, vous allez avoir quelques difficultés, le temps que ça devienne fluide, etc. Et vous observerez peut-être les résultats, et certainement même les résultats, après quelques opérations menées en BIM. Dans ces gains-là, j'insiste, c'est que vous avez ces deux aspects-là. Vous avez votre gain en tant que professionnel et vous avez aussi le gain à apporter au projet. Et nous ne sommes pas dans un système qui permette de se dire que nous sommes, par exemple, un grand groupe industriel dans l'automobile et avec une direction centrale qui impose à ses sous-traitants, qui impose à tout le monde de travailler avec une telle ou tel outil ou telle manière. Et donc, c'est cette spécificité-là qui est française, qui vient un peu perturber, disons, la grande diffusion du BIM. Et c'est pour ça que parfois, on voit que j'entends souvent des témoignages qui me disent le BIM, on en entend beaucoup parler, mais pour l'instant, on ne voit rien qui se dessine. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des appels d'offres qui sont qui sortent en BIM, pas partout, évidemment, pas 100%, mais ça existe. Si je passe très, très rapidement, parce que je pense que ça va être l'heure bientôt de la fin de mon intervention, on voit quand même qu'un acteur sur deux aujourd'hui estime que le BIM est un enjeu stratégique. Ça, c'est un indicateur très important pour nous parce que ça nous conforte dans la nécessité de poursuivre ces actions-là. Quand on voit quand on voit les principaux freins du développement du BIM, ils ont beaucoup évolué depuis 2014. En 2014, le coût et les investissements financiers, c'était le premier frein, le frein à l'adoption du BIM. Aujourd'hui, c'est le manque de demande client. Donc, on voit bien que le curseur et le poids du corps est à mettre autre part. Donc, on l'a fait dans le plan, on adresse ce problème évidemment. Nous avons développé un outil qui s'appelle Aurélie, que vous pouvez retrouver sur le web aurélie-bim.fr, qui est un outil qui apprend et qui accompagne la maîtrise d'ouvrage à formaliser ses besoins et à produire un cahier des charges à destination des acteurs.
on en rencontre un bon succès sur cet outil-là. On continue d'essayer de le développer pour que les acteurs qui arrivent ensuite sur la chaîne de valeur du projet puissent bénéficier d'une demande structurée et d'une demande ordonnée par le maître d'ouvrage. Les principaux leviers, on le voit, là, il y a un besoin de subvention, un besoin d'accompagnement financier des acteurs pour acquérir des logiciels qui coûtent parfois cher et qui nécessitent souvent un remplacement, un remplacement du parc informatique. La formation, on le voit, est un levier identifié par un acteur sur 5 pour s'approprier le BIM, pour approprier le BIM au sein de la structure. Et le dernier point, je conclurai là-dessus, la grande tendance, 67% des interrogés estiment que l'offre logicielle ne répond pas, ou répond partiellement en tout cas, à leur demande. Et là, c'est un focus particulier que nous avons à cœur chez ADN Construction, de pouvoir rapprocher cette demande, ce besoin des acteurs sur une offre de logiciels qui correspond mieux à leur usage. Un exemple très simple, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'un logiciel de CAO prévu pour un architecte ou prévu pour un ingénieur, un bureau d'études techniques, puisse être la même solution qu'un maçon ou qu'un peintre ou que d'autres métiers des entreprises sur le chantier. Il faut des applications, il faut des logiciels, il faut des solutions numériques qui soient adaptées et qui soient ciblées sur un usage précis. Et là, on pourra reboucler avec une logique de ROI, où là, on rendra service à un acteur et il prendra attache sur le BIM parce que ça lui rendra service aussi. Et c'est comme ça maintenant, ce nouveau levier, on va dire, ce levier qui apparaît avec, c'est pas un nouveau levier, mais qui apparaît aujourd'hui très important, c'est normal, c'est une maturité globale de la filière qui progresse, donc les besoins et les demandes filières évoluent. Et donc, de pouvoir encourager le développement de solutions logicielles avec un usage pertinent pour les acteurs et notamment les entreprises qui ont plus de mal aujourd'hui à s'intégrer dans la démarche BIM, eh bien, ce sera un levier pour alimenter en tout cas les réflexions sur un ROI plus général du BIM, à la fois à l'échelle de la structure, à l'échelle du projet, mais aussi nationalement sur le coût de la construction. Voilà. Très bien, merci, merci Benoît. Merci pour cette présentation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais par contre, je sais que l'intervenant Damien Cordier, qui va intervenir après, a une contrainte importante. Ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions pour Benoît Senior du plan BIM 2022, c'est de nous les faire parvenir. On lui enverra directement pour qu'il puisse vous répondre. Si vous en êtes d'accord, Benoît, parce que je crois que vous avez une Bien contrainte. sûr. Oui, j'ai aussi une contrainte, je suis Donc, désolé. Justement, un comité de pilotage qui se dessine juste après vous. bon, Donc, je vous remercie encore merci euh, Benoît. Et donc, nous et je vous me tiens à transmettrons disposition. nous vous transmettrons les questions et je vous propose de faire intervenir maintenant Damien Cordier du cabinet des RLW. Damien, la parole est à vous. Vous m'entendez? Oui, je pense que ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc, je suis Damien Cordier, architecte et gérant associé du cabinet DRLW. Je vais vous présenter la démarche tout d'abord que nous avons mis en place au sein du cabinet pour le sujet du BIM. L'idée, c'était de devenir une agence pionnière dans le management du BIM. Pour ce faire, je vous fais un petit historique de l'agence. Moi, je suis personnellement arrivé en 2008 au sein de l'agence. L'agence était équipée de AutoCAD, SketchUp, Excel et Word pour faire tout ce qui est pièces écrites, courrier, contrats, honoraires. Dès 2008, les anciens associés m'ont fait confiance. On a eu une relation très forte.
Et dès le début, ils m'ont vu arriver avec mon petit Archicad et puis ma petite expérience. Et puis, je leur parlais de BIM, je leur parlais de 3D au début surtout. Et l'avantage, les prémices du BIM, c'était ça, hein, c'était de ne plus dessiner un projet dans AutoCAD dont je fais référence, le modéliser ensuite dans SketchUp et ne pas avoir une maquette 3D qui soit interactive au sein du cabinet déjà. C'est-à-dire que quand je bouge une fenêtre en plan, elle ne bougeait pas en façade et elle bougeait encore moins sur la maquette 3D. Donc très rapidement, on a investi dans 5 licences, on a formé 5 architectes et progressivement, on a formé tout le cabinet. Le cabinet, à cette époque-là, c'était une trentaine de personnes, basées uniquement à Mulhouse, avec un bureau à Strasbourg, mais il n'y avait personne. Ensuite, la deuxième grande étape dans l'histoire du BIM, je vais vous chiffrer tout ça et puis je vais vous présenter le retour sur investissement. Mais la deuxième grande étape, ça a été l'achat de BIM Office. BIM Office, c'est un logiciel, alors c'est une suite, hein, on est toujours chez Graphisoft. Vous allez me dire, je ne suis pas vendeur de logiciels et je ne travaille pas pour eux. Mais pour autant, en tant que chef d'entreprise, à un moment donné, il faut faire des choix. Et mes expériences précédentes, aussi bien dans Revit que dans plein d'autres logiciels, m'ont toujours ramené, moi, personnellement, vers Archicad et, pour le coup, BIM Office, qui s'appelait autrement avant, que j'avais découvert au sein d'autres agences. Et j'avais fait ce choix de faire confiance à ces logiciels et de miser dessus parce que c'est un logiciel qui nous permet d'avoir une grande liberté sur la créativité, parce qu'il ne fallait pas que le BIM devienne une contrainte, parce que y en a qui disaient je ne sais pas le modéliser, alors on ne va pas le concevoir. Ah non, ça marche pas, quoi. Il faut pas que un outil soit une contrainte de conception. Donc on a investi dans BIM Office. BIM Office, on l'a démarré d'abord pour le suivi des heures au sein de l'agence, parce qu'on avait d'autres logiciels et je voulais réduire le nombre de logiciels et réduire les marges d'erreur. Donc chacun rentre ses heures dans BIM Office. On a tout de suite passé sur le deuxième thématique de BIM Office, c'est la gestion de tout ce qui est pièces écrites. Donc tous les économistes étaient encore sur un autre logiciel. On a eu beaucoup de difficultés, mais il y a eu beaucoup de formations de fait. Et aujourd'hui, tous nos économistes travaillent dans BIM Office. Dès les phases APS, APD, on chiffre dedans et on fait évoluer le projet dans BIM Office. La troisième étape dans BIM Office, ça a été de faire tous les contrats et tout le suivi des honoraires dans ce même logiciel qui permet en fait de faire un lien complet du coup, et Archicad BIM Office, on arrive du coup à liaisonner les pièces écrites avec la maquette 3D. Ce qui a une importance capitale quand on arrive dans les phases finales, notamment déjà dès le pro, mais ensuite la partie exé et DOE pour le maître d'ouvrage. J'en reviendrai à la fin là-dessus, mais très récemment, on a aussi fait le choix d'acquérir un scanner 3D, donc pour faire du nuage de points et maîtriser nous-mêmes l'outil. Je reviens après dessus. Alors aujourd'hui, on possède au sein de l'agence 32 licences Archicad, 12 licences BIM Office. Vous verrez pourquoi après, je vous mets toutes ces quantités. On a formé 49 architectes. Enfin, il y a 49 architectes de formés au sein de l'agence, parce que je ne parle pas non plus des architectes qui sont entre-temps pu quitter l'entreprise et qu'on avait quand même formés. Et on a aussi formé 6 secrétaires comptables, 6 ingénieurs travaux et 6 économistes. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir ce type d'outils et ce type de formation? Ça veut dire qu'en termes d'investissement logiciel, une licence logicielle, il faut compter à peu près 6 000 € par unité. Donc on a un coût d'investissement global de 300 000 € sur la partie uniquement logicielle. Là, j'englobe les deux, hein, Archicad et BIM Office. Au niveau de la mise à jour, il faut compter 1 000 € par licence par an. Donc c'est à peu près 50 000 €. Quand on a bien fait
son plan de renouvellement, on arrive à faire une petite économie là-dessus parce qu'il y a des logiciels qui se renouvellent sur 3 ans. On arrive à avoir un coût à peu près 800 €. Donc c'est 2400 à investir tout de suite. Mais quand on a bien fait son plan, eh ben, on arrive à scinder sur 3 ans les 50 licences et avoir quand même tous les ans le même montant pour la mise à jour. Ensuite, on a la formation dans Archicad et BIM Office. Ça a été donc aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, par rapport à 2008 où je suis arrivé, on est passé à 67 personnes. Donc on a clairement doublé, on était un peu plus que 30, on était 30-35. On a doublé la taille de l'agence. La formation moyenne, je dirais qu'il faut compter 1500 € par personne. C'est des formations de 5 jours, j'en compte qu'une seule, en sachant que sur 10 ans, les gens ont dû en avoir au moins 2 ou 3. Mais disons que ces formations, c'est tellement indispensable, je trouve, que c'est pas là-dessus où il faut faire des économies. Et enfin, le scanner dont je parlais tout à l'heure, on a un coût global à 100 000 € si j'entends le scanner, la suite logicielle qui est coûteuse et la formation. Là, on n'a formé que 5 collaborateurs pour le moment qui tournent et qui auto-forment les autres quand ils les embarquent avec eux parce qu'il faut être 2 pour aller faire du relevé de nuages de points. C'est beaucoup plus efficace. Ce qui fait qu'on parle d'environ 12 000 € par collaborateur. Et si je reviens en arrière et que vous faites le montant de 300, 100 et 100, on est à peu près sur un investissement de 500 000 € sur à peu près 10 ans. Donc c'est 50 000 € par an pour uniquement l'investissement, formation et licence. C'est des coûts qui sont forcément très importants, mais à l'échelle de l'agence, on a réussi à les absorber. Et puis, en fait, je pense même que c'est grâce à ça qu'on a réussi à se développer. Alors, comme le disait mon collègue, j'ai envie de dire précédemment, c'est très difficile à chiffrer exactement le retour sur investissement, alors qu'on sait chiffrer l'investissement, parce que je pense personnellement qu'il y a de multiples facteurs à la réussite ou non d'ailleurs d'un développement ou d'une agence qui est stable. On le voit d'ailleurs en ce moment avec la période économique, tout est instable, il y a des domaines qui s'écroulent complètement. On était, nous, dans l'aéroportuaire, du jour au lendemain, le 13 mars, on a 4 projets qui tombent complètement, qui sont arrêtés dans les aéroports. Donc il y a un phénomène qui est l'économie globale dans laquelle on vit, et du coup aussi les secteurs dans lesquels on travaille. On a la chance de travailler, nous, dans tous les secteurs, quasiment, sauf les très gros hôpitaux. Mais sinon, aussi bien en neuf qu'en rénovation, logement, école, etc., on fait vraiment de tout. On touche à tout. Et c'est ce qui a aussi fait notre force, je pense, c'est d'avoir toujours un domaine qui nous rattrape. Quand le logement plonge, il y avait les aéroports, etc. Et il y a aussi, je pense, la philosophie qu'on développe dans l'agence, le bien-être au travail. Pour moi, ça a des répercussions énormes. Prendre soin de nos collaborateurs. Alors j'élargis par rapport au sujet, mais en fait sur le retour d'investissement, on ne peut pas penser qu'il n'y a qu'un outil qui a fait gagner de l'argent. Il y a on me dit que ça grésille et j'en suis désolé. Oui, Monsieur Cordier, peut-être pour essayer de régler ça, est-ce que vous pouvez juste laisser votre caméra activée, mais désactiver votre micro et réactiver votre micro. Ça peut peut-être éventuellement régler le problème. Sinon, je pense que ce sera un problème matériel et malheureusement, il faudra finir avec le petit grésillement. Je l'ai fait. Je suis désolé du coup. Ouais, voilà. Bon, va falloir vivre avec jusqu'à la fin. C'est vrai que ça grésille un peu, mais c'est audible encore. Mais bon, je suis désolé. Ça je tout à l'heure. Oui, du coup, je disais, c'est important de penser aussi au bien-être au travail, parce que je pense que le bien-être au travail il fait évidemment partie d'un bien-être d'une entreprise et du coup d'une réussite aussi d'une entreprise.
Et puis l'outil et les gens comment ils sont formés. Donc nous, on a investi là-dessus et puis on fait confiance à nos collaborateurs qui développent les projets avec les outils et les compétences qu'ils ont. D'où l'importance de la formation. Alors pour passer quand même sur le chapitre retour sur investissement pur et dur, je commencerai par la fin. Donc cet investissement sur ce scanner, je me souviens que j'ai des associés qui me disaient « mais t'es fou, ça coûte une fortune ». 100 000 €, c'est un investissement conséquent. Et là, pour le coup, c'était en one shot. Il fallait acheter l'appareil et former les gens. Pareil, là, c'est un retour d'expérience. On avait souvent commandé des nuages de points. Souvent, c'était des fichiers de plusieurs gigas inexploitables avec nos machines. On avait déjà passé les phases d'avant-projet, qu'on arrivait à peine à exploiter le truc. Donc, autant dire, on avait perdu de l'argent. On avait perdu du temps et de l'argent. Et comme on travaille pas mal dans la rénovation, eh bien, je m'étais dit, on va investir. Et en fait, on a investi dans des machines aussi, un ordinateur très performant. Mais en fait, c'est un outil tellement incroyable que, en fait, on a le relevé et on a chaque station qui modélise 2 à 8 millions de points avec une photo ou pas. Et on a ce genre de choses que vous voyez à l'écran. Une fois qu'on a reconstitué toutes les stations, on a un modèle 3D et on peut se balader depuis à chaque station ou dans l'espèce de... C'est pas un modèle 3D, pardon, c'est un nuage de points en 3D. Et on arrive à se balader dans cette maquette de nuage de points et à prendre toutes les mesures. Alors je dis nous, mais aussi nos confrères et dans l'équipe de maîtrise d'œuvre ingénieurs, donc structure, fluide, mais aussi le maître d'ouvrage qui se balade dans sa propre maquette. Donc il y a des outils de rétrocontrôle sur de l'existant. Ça vaut tout l'or du monde, honnêtement, surtout dans la rénovation. Et dans le neuf, on a aussi des outils de contrôle quand on a des doutes, du coup, sur des implantations, nous-mêmes, on peut venir vérifier. Deuxième retour sur investissement direct, c'était ce projet pour habitation moderne aux poteries à Strasbourg. Un gros appel d'offres, plus de 80 logements, un restaurant scolaire, association, un énorme parking et on avait la gestion de tout l'îlot qui représentait 160 logements en urbanisme uniquement. Cet appel d'offres-là, on ne l'aurait jamais gagné si on n'avait pas eu la formation et si on n'avait pas été déjà un peu reconnu dans le domaine, parce que ça faisait quelques années qu'on essayait de performer au niveau du BIM et puis de l'implanter même sur des projets où on ne nous le demandait pas. Cet appel d'offres-là, on l'a gagné grâce au BIM, grâce à la maîtrise de l'outil. Par contre, on a perdu beaucoup d'argent parce qu'à l'époque, on ne maîtrisait pas la phase exé avec les lots 500. On a passé énormément de temps avec les ingénieurs à tout modéliser et nous-mêmes, mais au moins, on a appris à le faire. Et enfin, je vous montre encore 2 sujets importants. Le Technicentre et les sujets SNCF en règle générale, on travaille beaucoup pour eux. Là, à gauche, c'est le Technicentre de Bischheim qu'on avait gagné avec OTE qui est mandataire en bureau d'études. Aujourd'hui, il est en phase chantier. C'est de Mathieu Barre en conception, en entreprise générale qui l'a gagné. C'est pareil, c'est du 100% BIM. C'est des sujets qu'on n'aurait jamais pu accéder si on n'avait pas eu la maîtrise de l'outil. Les ateliers, les gros centres techniques SNCF qu'on fait partout en France, donc là c'est la partie à droite, c'est des accords cadres où on ne parle que de BIM. Donc si vous ne savez pas maîtriser l'outil, vous ne pouvez pas accéder à ce genre de marché. Et enfin, le monde de l'aéroportuaire où là, il y a en plus de la maîtrise du BIM, c'est de la maîtrise de beaucoup de logiciels parce qu'ils veulent, eux, par exemple, tout récupérer en Revit. Donc, bien souvent, on doit, nous, rebasculer des archicad en Revit et faire un certain nettoyage parce que des passerelles ne sont pas parfaites. Mais tout ça, en tout cas, ce sont des sujets où sans la maîtrise de l'outil, l'agence n'aurait pas pu y aller, pas pu gagner et pas pu se développer, du coup. Donc, pour finir... le retour sur investissement global, c'est améliorer la qualité de conception parce que les maquettes 3D permettent les échanges avec les ingénieurs et je trouve une bonne fluidité. Encore faut-il
se mettent d'accord sur les formats quand on les échange. On arrive à estimer plus rapidement les coûts engendrés par les changements de conception. Donc, pourquoi? Parce qu'on arrive à faire des quantités en 3D, et du coup, ça peut faire gagner du temps aux économistes. Encore faut-il également avoir mis ces méthodes en place. On améliore la productivité dans la phase chantier parce que normalement, le BIM permet de limiter les aléas et de tout voir. Donc là, je n'ai pas parlé de Solibri et des clashs, mais c'est aussi des outils qu'on utilise en synthèse à toutes les phases. Et enfin, on limite les erreurs dans les pièces descriptives du projet. Pourquoi? Parce que on a aussi une liste de matériaux qu'on utilise qui est liée à des objets et l'économiste doit normalement pouvoir regarder et avoir beaucoup plus de visibilité sur le projet. Voilà, ma présentation est finie et je vous remercie. Peut-être une petite question, Damien, avant de te lâcher. Tu as parlé quand même de 500 000 € investis depuis le démarrage de la mission. Si tu devais estimer un petit peu les gains que tu as, est-ce que les gains ont permis de couvrir tout cet investissement ou tu penses que pas forcément? Ou globalement, tu penses que oui, même si c'est difficile Non, à estimer? aujourd'hui, 10 ans après, oui. Mais les 5 premières années, non. Les 5 premières années, c'était de l'investissement, allez, 3-5 premières années. C'était de l'investissement pur et dur et on a la chance d'avoir une agence qui était solide. Moi, je l'ai reprise en 2010. Enfin, non, en 2010, je suis devenu associé. En 2012, j'ai pris la gérance complète de l'agence. Et la politique, elle a aussi été de dire le résultat, on le distribue à toute l'équipe et on garde le reste en fonds propres pour faire des investissements. Et ça nous a, mine de rien, on est passé de 35 personnes à 67 et le chiffre d'affaires, il a doublé également, quoi. Donc, qui dit doubler un chiffre d'affaires, dit aussi doubler du résultat, qui permet de distribuer autant à chaque salarié, à chaque collaborateur, mais qui permet d'avoir 2 fois plus d'argent pour investir et se développer. Donc, je pense globalement qu'aujourd'hui, on a largement amorti tout ça et on continue la politique de former les gens. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un collaborateur qui ne sait pas utiliser un outil et qui, du coup, se sent pas bien. Alors que même si un collaborateur formé part, c'est la vie d'une agence. Mais ce serait pire un collaborateur pas formé qui reste, je pense. Très bien. Écoute, tu avais dit que tu avais un impératif à Ouais. 11h45. Damien, on va te libérer. Merci beaucoup pour ton intervention. Bravo pour cette démarche, cet engagement dans le BIM qui est tout à fait remarquable. Et donc, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble du développement de l'activité de ton entreprise et du développement du BIM ensemble. En tout cas, merci à toi, Damien. Merci de cette intervention. On va passer à l'intervenant. Pardon? Et je dis avec grand plaisir, merci. Merci, Damien. Florian, je te propose de passer aux intervenants suivants, Monsieur Jacquemin et Monsieur Bourguib. Donc, normalement, on devrait avoir Monsieur Jacquemin qui va pouvoir allumer sa caméra et son micro en espérant que ça fonctionne. Et Monsieur Bourguig, vous devriez être en mesure de le faire aussi. Alors, est-ce que vous m'entendez? ça fonctionne. Bonne nouvelle. Et Monsieur Jacquemin.
Alors, monsieur Bourgling, ça fonctionne Vous chez m'entendez? vous, j'ai l'impression. Alors, Ça fonctionne? je vais refaire un essai avec monsieur Jacquemin. Pardon à tous les participants, petit détail technique. Ah, monsieur Jacquemin, c'est bon. On vous voit, on vous entend. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, donc merci pour cette invitation. Donc, je la prends en cours de route parce que j'étais pris un peu dans les bouchons à Nancy, donc c'était un peu compliqué. Et puis là, j'ai vu qu'il y avait des problèmes un peu techniques, mais on y arrive. Donc, comment va se passer notre... Enfin, je ne sais pas comment va se passer notre... Si on peut avoir le PowerPoint en direct ou pas. Ou, voilà, non. Donc, juste pour le premier mot, je suis une entreprise de plâtrerie, je fais du BIM et je vais laisser la parole à Karim qui va nous délivrer un peu l'histoire le début de l'histoire du BIM chez nous et puis après je reprendrai la main. Bonjour à tous. Bien merci pour cette invitation et merci donc à Luc pour ce partenariat qui existe depuis 2017 maintenant. L'entreprise Simon Jacquemin vraiment fait partie des précurseurs en la matière puisque c'est l'une des toutes premières entreprises avec qui nous avons travaillé. Alors une rapide présentation de BIM Cloison. Donc nous sommes une PME installée dans le Nord Isère et donc on est organisé autour de 4 activités principales. La conception d'applications qui gravitent justement autour du BIM et de la data pour les entreprises d'aménagement intérieur. On a également un bureau d'études qui permet de compléter la partie logicielle pour les entreprises qui aujourd'hui n'ont pas forcément la capacité de s'équiper, soit d'un point de vue financier, soit au niveau des ressources, qui n'ont pas la capacité de s'équiper de logiciels. Donc on les accompagne par le biais de notre bureau d'études, que ce soit sur des projets BIM ou même sur des projets non BIM. Et puis ensuite, on a la partie formation. Aujourd'hui, on est également centre de formation certifié Calliope, qui permet d'obtenir des prises en charge de nos formations pour les entreprises. Puis on a une dernière activité d'ingénierie conseil, essentiellement sur de la partie data, où là on accompagne également les entreprises sur finalement l'organisation et la structuration de leurs données, parce que quand on parle de BIM, pour nous, la lettre la plus importante dans le BIM, c'est bien le I et l'information, comme on va le voir un petit peu avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, comment a démarré le partenariat avec l'entreprise Jacquemin? C'était en 2017 et à l'époque, Luc nous avait sollicité parce qu'il avait vu quelques communications sur ce qu'on proposait et il avait différents projets pour lesquels il souhaitait mettre en place une démarche BIM. Donc, moi, j'ai pour habitude de dire que le BIM trouve tout son intérêt en passant forcément par une première étape, selon nous. Cette première étape, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu une étape de BIM égoïste. C'est-à-dire que, alors je sais, c'est un peu en contradiction avec le principe du BIM où on parle beaucoup de collaboration, mais n'empêche que les petites PME, elles ont besoin de comprendre déjà qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien avec les outils BIM, les outils et les process BIM. Parce que finalement, des chantiers BIM, il n'y en a pas encore non plus énormément. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont du mal à se projeter sur qu'est-ce qu'elles peuvent intégrer comme bénéfice avec le BIM. Et c'est là où toute la démarche qu'on a mise en place avec Luc était intéressante, puisque finalement, on a commencé sur des chantiers pour lesquels il n'y avait aucune obligation de BIM. Et c'est là que ça a permis donc à l'entreprise Jacquemin de voir que les outils et les process permettaient d'améliorer l'ensemble finalement des workflows de l'entreprise. Et c'est comme ça donc qu'on a commencé sur ces 2 chantiers. Alors on a commencé par modéliser la piscine de Vendœuvre, à Vendœuvre-les-Nancy, où on a réalisé la modélisation de pièges à son, et ce qui a permis en l'occurrence donc de pouvoir calpiner à l'élément près, aussi bien pour toutes les parties de suspente ou autres, et de pouvoir également, lors d'une réunion avec la maîtrise d'ouvrage, pouvoir faire différentes simulations directement sur la maquette, notamment sur les différents coloris et de ce qui pouvait être proposé comme variante pour la mise en place des pièges à son. Donc ça a été la première démarche.
Ensuite, on a fait un second chantier qui était la tour Marcel Brault à Nancy. Donc là, la spécificité de ce projet, c'était qu'on livrait en hauteur, qu'il y avait très peu d'accès. Du coup, il fallait vraiment livrer à la plaque et j'ai envie de dire presque à l'ossature près pour éviter toutes les manutentions inutiles. Et c'est là où, donc à partir de la maquette, on a commencé à modéliser avec les ouvrages issus des bibliothèques de notre outil BIM Poison. Et en l'occurrence, à partir de là, on a pu extraire toutes les quantités nécessaires sur le niveau. Et donc, on a pu vraiment optimiser la partie approvisionnement et ainsi éviter des relivraisons, de la manutention inutile et tout ce qui peut faire qu'on optimise vraiment le process de l'entreprise. Voilà. Et puis donc l'étape suivante, ça a été ensuite d'accompagner l'entreprise pour qu'elle intègre les compétences et les outils en interne. Et c'est là où donc on a commencé par proposer une formation d'environ une semaine à l'entreprise Jacquemin, pendant laquelle on lui a un petit peu on l'a accompagné dans l'acquisition donc des compétences. Qu'est-ce qu'on fait avec les outils BIM, comment on les utilise, sachant que, encore une fois, à cette époque-là, il y avait assez peu de chantiers BIM. C'est donc vraiment tout l'intérêt de montrer qu'on peut arriver au BIM finalement sans passer forcément par une obligation, mais plus par un intérêt qui est vraiment évident pour l'entreprise. Et là, donc, je vais laisser Luc nous expliquer un petit peu donc, cette seconde partie du process qui consiste à expliquer finalement comment il a mis en place dans l'entreprise et quels bénéfices il en a tiré. Voilà, donc après les 2 projets réussis de la piscine et de la tour Marcel Brault, donc c'est assez complexe pour nous de réaliser ces chantiers sans aide. Et on a vu l'intérêt du BIM dans cette histoire. Donc surtout pour le chantier de la tour Marcel Brault, je reviens juste dessus un petit peu. C'était un chantier un peu compliqué. Je vais vous mettre l'image. C'était un chantier un peu compliqué parce que c'était au dernier étage. Il y a 8 étages sur la tour. Donc on avait 2 fois 500 mètres carrés de plaques à monter, du plafond à monter. Donc on devait aménager 2 plateaux de 500 mètres carrés. Donc ça faisait 1000 mètres carrés au sol à monter tout en haut de l'immeuble. Donc grâce à l'intervention de Karim, on a réussi à établir un planning d'approvisionnement, un plan de calpinage des plaques pour ne pas se tromper lors des opérations de livraison. Donc c'était un chantier où j'ai découvert le BIM et où ça m'a donné bien sûr l'eau à la bouche pour me former, au logiciel de BIM Cloison pour faire le BIM et me former au logiciel de Revit. Donc j'ai été formé, j'ai fait une formation d'une semaine et après j'ai acheté les différents modules d'études BIM Cloison pour réaliser tous mes chiffrages. Donc j'ai fait une petite vidéo, j'espère qu'elle va peut-être, je ne sais pas si elle va marcher, pour pouvoir un peu vous expliquer ça. Voilà. Ça va expliquer à peu près la démarche. En tant que chargée d'études et d'exécution des chantiers, je reprends les plans qu'on nous envoie et je les utilise pour récupérer donc les quantités des ouvrages à créer. Ensuite, on fait du coup un chiffrage de tout ça et on envoie le devis au client. On peut appuyer sur la maquette déjà pour le visuel. Ça aide beaucoup pour un client d'avoir une maquette 3D. Donc on regroupe le CCTP avec le plan et moi c'est ça que j'utilise du coup pour créer la maquette 3D qui sera la maquette finale en fait. On l'imprime pour nous déjà pour avoir un dossier au bureau. Soit il faut le déposer en papier ou l'envoyer, soit c'est sur plateforme numérique qu'on le dépose.
Pour les poseurs, effectivement, c'est déjà beaucoup plus visuel aussi pour voir, pour poser telle cloison à tel endroit et autres. Le logiciel que nous avons développé, en fait, il permet surtout à l'entreprise de pouvoir faire sa gestion au quotidien. L'avantage, en fait, c'est que ça permet d'automatiser tous les process. C'est-à-dire qu'on va modéliser sa maquette avec les objets qui contiennent toutes les données. Par exemple, vos plans seront toujours à jour puisqu'il suffit de modifier, suivant les demandes de vos clients, de modifier l'élément dans la maquette et derrière vous extrayez les plans à jour en permanence. Donc l'avantage il est considérable, quoi. Donc ça, c'était un peu bon, la petite présentation de notre démarche. Donc vous avez vu que bon, le BIM, c'est quand même une partie un peu plutôt marketing aussi. Je sais pas si on peut retourner sur les slides. Donc, tac. Donc, bon, donc dans un premier temps, ça nous a servi pour notre bureau d'études à nous. Donc on a embauché une jeune personne qui sortait de l'école et qui s'est mise tout de suite au logiciel de BIM. Donc, parce que en fait, on a été pris par les chantiers, Donc au début, j'étais tout seul aux études. Et en fait, ce logiciel m'a quand même permis d'effectuer des métrés. Donc on est 20, j'ai 20 plaquistes. J'étais tout seul aux études. Donc ça m'a permis de réaliser beaucoup de métrés chantiers comme moi. Beaucoup de métrés, on entend encore. Pour moi, ce logiciel a un peu changé ma vision du travail. Je faisais des plans au Stabilo, avec des tableurs Excel. Donc j'ai gagné beaucoup de temps avec ce logiciel. Donc au niveau du gain de temps, d'énergie, et j'ai pu aussi me consacrer à plus de gestion de chantier. Parce que en fait, donc, ce logiciel aussi permet de faire des déboursés de chantier, donc faire des devis, faire des tableaux d'approvisionnement. Je ne sais pas si Karim, tu peux peut-être en parler un peu mieux que moi, mais voilà, au niveau de ce logiciel qui a beaucoup d'options, on va dire. Alors, effectivement, clairement, alors si on fait un petit focus sur l'aspect qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est le ROI, il y a forcément une phase d'adaptation pour l'entreprise qui peut aller, je dirais, en fonction de son appétence et de ses capacités à pouvoir utiliser les différents outils régulièrement ou pas. Mais grosso modo, en un an, on arrive déjà à avoir des retours sur investissement qui peuvent être intéressants. Et ces retours sur investissement, ils peuvent être à plusieurs niveaux, notamment sur la partie commerciale, où comme l'a très justement montré là, dans sa présentation l'entreprise Jacquemin, l'intérêt d'avoir ce type d'outil, c'est qu'on peut se positionner
sur des marchés en fournissant des livrables très précis, ce qui permet aussi donc d'acquérir la confiance des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre. Parallèlement à ça, ça permet aussi donc d'être beaucoup plus précis et d'être beaucoup plus réactif sur tout ce qui va être quantitatif. Donc, on a aussi un impact assez important sur l'environnement, hein, notamment en minimisant le nombre de livraisons, en minimisant également les manutentions inutiles. Donc vraiment, le ROI, même s'il est difficilement quantifiable, il est réel. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, on accompagne une petite centaine d'entreprises en France, plaquistes, qui sont équipées de nos outils. Et si on veut faire un petit focus sur la partie tarifaire et les coûts d'investissement, ce qu'il faut savoir, c'est que notre outil en fait est développé, c'est un plugin de Revit, donc forcément il faut acquérir une licence Revit au préalable. Et le coût d'investissement entre la licence Revit et notre licence BIM Cloison, c'est grosso modo de l'ordre de 3 500 € annuels. Donc clairement, je pense que ce coût aujourd'hui il s'amortit relativement rapidement, sachant qu'en parallèle il y a forcément une formation. Donc la formation, grosso modo, elle coûte environ 10 000 € à l'entreprise, sachant que bien entendu, comme je l'ai précisé en aparté, étant certifié Calliope, il y a une prise en charge qui est possible. Alors ça peut être partielle ou totale en fonction des budgets des entreprises, de la région et des OPCO. Mais du coup, voilà, l'investissement, il est quand même, on va dire, assez minime en vue de ce que ça peut améliorer aussi bien sur la partie, on va dire, performance de l'entreprise que confort de travail, que valorisation aussi, l'image de marque de l'entreprise. Hein. On est clairement avec une approche différente et quand on arrive en réunion commerciale, par exemple, avec une maquette 3D plutôt qu'avec des plans stabilité, forcément, voilà, ça démontre une vision un peu différente. Donc voilà un petit peu pour la partie financière. Du coup, la question peut-être qu'on peut poser à Luc, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il pourrait fonctionner différemment? Est-ce qu'il a des axes d'amélioration? Est-ce que d'un point de vue financier, lui aussi, il a perçu des retours et des gains de chantier? Comme le dit le slide qu'on a préparé, c'est que je ne pourrais pas revenir en arrière sur ce type de logiciel. C'est un outil pour moi qui a été un outil pour notre bureau d'études, un outil de chiffrage, un outil d'organisation, un outil pour acheter nos matières d'acheteurs. Et c'est un outil aussi de management. En fait, c'est beaucoup plus facile de créer de discuter avec les compagnons des chantiers quand on appréhende mieux le projet. Donc, c'est vrai que là, j'ai fait un petit slide où je leur expliquais à peu près je rédige des dossiers chantiers d'intervention. Donc, on met avec les plans, on dessine les codes couleurs, on met les accès, enfin, on a des dossiers chantiers complets avec des revues 3D, avec des codes couleurs pour que les compagnons ne se trompent pas. Donc, on essaye de les impliquer là-dedans aussi. Donc, ils sont très friands de ça. Les jeunes sont très friands de 3D, de choses comme ça. Donc, ça permet aussi d'être un peu dans le mouvement, qui est très intéressant. Donc, voilà. Donc, pour finir, voilà. Le BIM, pour nous, ce sera c'est un logiciel qui est devenu incontournable. Je reviendrai même du côté financier. Bon, c'est comme dit Karim, c'est 3 500 € par an. Mais voilà, moi, ça n'a pas de prix d'avoir des dossiers bien faits, des chantiers bien organisés. Ça n'a pas de prix. Voilà. C'est tout. Monsieur Jacquelin, si vous voulez reprendre la main. Jacquelin va arriver. Merci pour votre intervention, Monsieur Bourgui, Monsieur Jacquemin. Je vous repasse du coup en participant. Et
plaisir de collaborer sur une prochaine mission. Je vous repasse en participant. Philippe va pouvoir se connecter. Donc Philippe, normalement, tu peux réactiver ta caméra, mais ce n'est pas grave parce que je sais qu'on va passer la parole à Monsieur Reynaud. Donc, je vais le faire pour toi. Donc, Monsieur Reynaud, je viens de vous passer en animateur. Vous pouvez donc activer votre caméra et votre micro en espérant que ça fonctionne pour votre intervention. Voilà, c'est à vous. Ça a l'air de fonctionner, tout le monde m'entend. Ça fonctionne. Je vous laisse la parole. Ok. Donc moi je me présente, Frédéric Reynaud, donc de l'entreprise Ragoussi. Donc on est une entreprise générale de bâtiments, donc de 48 personnes. On est basé dans les Hautes-Alpes, donc un petit département dans la région Provence-Côte d'Azur. Donc on fait 22 millions de chiffre d'affaires répartis entre du gros œuvre, donc qui est notre activité principale, mais aussi de l'entreprise générale, avec l'aide de 2 conducteurs de travaux qui font du pilotage. On intervient sur 3 départements, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône. Voilà. On intervient dans plusieurs domaines d'activité, donc le logement en accession, logements sociaux, bâtiments tertiaires, collèges, bureaux, EHPAD, de crèche. Et puis parking, et puis actuellement, donc on a fait un centre balnéoludique, on a fait une extension de terme, et puis là on est en train de faire un centre aqualudique pour une agglomération donc dans les Alpes-de-Haute-Provence. Voilà, donc on intervient un petit peu dans tous les types de bâtiments qu'on peut retrouver. Alors, nous, Ragoussi et le BIM, donc ça fait un petit moment déjà qu'on a mis le nez dedans. En 2016, donc on a commencé au travers du PTNB, donc du plan de transition numérique dans le bâtiment, grâce au projet ABV, Atelier BIM virtuel, voilà, à travailler sur un projet de façon virtuelle de la réponse de l'appel d'offres au DOE. Voilà, donc ce qui nous a permis de tester différents logiciels, donc Allplan, Attic, différentes visionneuses IFC. Allplan, donc, qui est un logiciel de modélisation comme Revit. Attic Plus, donc, est un logiciel qui permet de faire des pièces écrites, mais aussi de la quantification d'ouvrages. Et à partir de là, donc, on a commencé à faire de la modélisation et quantifier nos ouvrages et faire des maîtres donc, à l'aide de maquettes numériques. Donc au début, je vous cache pas, et on faisait les deux. Hein. On faisait le maître comme on faisait habituellement. Donc, comme Monsieur Jacquemin, on avait des fluos et puis un tableur Excel. Et donc, les 2 premières affaires, on a fait les maîtres de 2 façons pour se contrôler. On a mis ensuite en application, donc en 2017, une première opération qu'on a fait en conception-réalisation, donc 35 logements sociaux, où on a travaillé donc avec la maîtrise d'œuvre, donc architecte, structure et fluide. Chacun a fait sa maquette IFC et puis on superposait les maquettes pour faire de la synthèse. Donc ça, c'était relativement intéressant parce que ça a permis quand même de voir pas mal de choses et d'optimiser les maquettes. Et on s'est rendu compte que finalement, en travaillant avec une maquette 3D, tout le monde voit la même chose. Parce qu'on a une image en face et on voit la même chose, contrairement à des plans où pas tout le monde peut s'imaginer entre des façades, des coupes et des plans, pas tout le monde s'imagine la même chose en 3D. Là, on voit la même chose et ça permet de discuter sur les mêmes bases. Ce projet, on l'a amené jusqu'au DOE BIM. Donc, on a rendu, donc c'était un organisme de logements sociaux, Habitation de Haute-Provence. On leur a rendu un DOE BIM complet. Donc, quand je dis complet, c'est-à-dire que par appartement, on avait les chaudières, on avait chaque chaudière avec son numéro de série, etc., qui était rentré dans la maquette. Bon, le bailleur social
ne l'a pas exploité au début parce qu'ils n'avaient pas les outils pour les exploiter. Mais derrière, ça peut être un outil intéressant pour ces gens-là, pour pouvoir faire de la maintenance sur les ouvrages. 2017, deuxième phase d'ABV, donc qui s'appelait ABV+, où on a travaillé nous sur la phase planning 5D, avec donc un logiciel qui s'appelle SynchroPro, qui permet de découper la maquette et d'y associer un facteur temps pour faire monter le bâtiment, donc en termes de prévision, et puis surtout deuxième partie en termes d'exploitation au moment de la construction de l'ouvrage. Donc ça, assez intéressant. On ne l'utilise pas aujourd'hui parce que c'est assez chronophage en temps, mais sur des projets compliqués, je pense que ça a un réel intérêt. Donc, nous, on s'est mis à utiliser dès 2016 la modélisation, mais on a continué à travailler avec les plans nationaux. Donc, 2020, on a travaillé sur un démonstrateur qui s'appelait Olympie, dans le cadre du plan BIM 2022, voilà, pour la création d'un DCE BIM sur une vraie opération. Donc, on était plusieurs entreprises de différents corps de métier et on a défini un cahier des charges pour le CCTP et le DPGF BIM pour que la maîtrise d'œuvre de cette opération, qui est une opération réelle, puisse établir un vrai DCE BIM. Donc ensuite, notre mission là, nous, c'était d'analyser le DCE et notamment les maquettes pour faire nos commentaires et essayer entre guillemets, d'établir un petit peu un cahier des charges national. 2021, donc on a travaillé, on a commencé à développer un petit peu les méthodes de chantier sur des maquettes 3D. Donc sur une opération qui est le siège d'un crédit agricole, donc dans les Alpes de Provence. Donc ça faisait partie d'un appel à projet aussi, BIM 2022. Donc il y avait des maquettes IFC en phase EXE, donc que nous avons utilisé nous pour faire de l'intégration de la sécurité périphérique. Et on a aussi utilisé la maquette IFC structure pour faire de l'intégration de maquettes de coffrage. Donc ce qu'on voit un petit peu sur les différentes images. Assez intéressant. En exploitation chantier, le chef de chantier utilise un PC portable et ça permet de faire voir le matin à ses équipes ce qu'ils doivent faire. Et visuellement, quand le chantier est compliqué, là, comme toutes les tours d'étaiement, c'est relativement facile à comprendre pour les compagnons. En ce moment, on continue à travailler, nous, donc avec l'Union de la maçonnerie et du gros œuvre de la FFB, avec 8 autres entreprises de gros œuvres. On est en train d'écrire ce qu'ils appellent un livre blanc donc c'est un cahier des charges de maquette structure DCE idéale. Voilà. Donc comment doivent être découpés les ouvrages, comment ils doivent être nommés et pour qu'ils soient facilement exploitables par DIF. Donc pour créer une maquette IFC et que cette maquette soit facilement exploitable par tous les logiciels, alors que ce soit des visionneuses gratuites, comme Tekla BIMsite, comme BIMvision, comme FBIM, pour pouvoir en extraire des quantités, ou directement des logiciels comme EasyCutch de chez Attic. Donc notre usage du BIM au quotidien, donc nous au niveau du bureau d'études de prix, on fait toutes nos quantifications ou vérifications de quantité avec notre logiciel EasyCutch. Alors soit on redessine notre maquette, IFC structure à partir de plans DWG ou de PDF. Donc c'est très très souvent le cas parce que les maquettes sont pas toujours bien dessinées, mal renseignées. Donc c'est l'objet du livre blanc de l'UMGO. Soit on intègre la maquette IFC structure du BET ou en tout cas une partie de la maquette. Voilà, on peut récupérer que les murs, que les poteaux, que les dalles, que les fondations. Voilà, ce dont on a besoin ou en tout cas ce qui est bien dessiné.
Aujourd'hui, notre service méthode aussi utilise la maquette numérique, lui, alors à travers le logiciel Revit, notamment pour faire tout ce qui est plan de sécurité 3D, plan d'étaiement, et puis on commence un petit peu à faire du plan d'installation de chantier aussi. Donc les utilisateurs au quotidien, donc moi-même, 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise, je suis le responsable du bureau d'études. Sylvain Palmers, donc a 20 ans d'ancienneté dans le bâtiment, qui est un ancien chef de chantier et qui s'occupe, voilà, technicien études de prix et qui fait des méthodes. Donc exécute Revit. Et Jean-Philippe Blanc, pareil, ancien chef de chantier, lui qui est technicien méthode. Et donc lui, il utilise Revit. Ensuite, on a nos conducteurs de travaux et nos chefs de chantier, donc qui utilisent les maquettes numériques que l'on produit ou celles qui sont produites par la maîtrise d'œuvre avec des visionneuses gratuites. Donc eux, ça va leur permettre pour les conducteurs de contrôler des ouvrages, voilà, aller vérifier où on a prévu de l'isolant en sous-face de dalle, définition particulière sur des voiles, etc. Ça leur permet de regarder tout ça. Et les chefs de chantier, ça leur permet de rentrer dans leur chantier très rapidement, voir en 3D ce qui se passe. Ils vont aller voir tout de suite le balcon au 4e étage où il va falloir de l'étaiement, gérer des accès, gérer des appros. Voilà, ça leur permet de voir quand même pas mal de choses. Nos investissements, donc en termes d'investissement financier, donc on a 3 stations de travail performantes. Donc ça, c'est indispensable pour faire tourner de la maquette parce que ça peut être assez lourd. Donc on a 2 abonnements Autodesk Revit, donc 250 € par mois, par mois et par licence. On a 2 licences ATIC EasyCutch avec les modules IFC intégration. Ça a nécessité aussi des formations, donc une semaine par utilisateur pour Revit, entre 3 et 5 jours pour la partie EasyCutch, et puis là des formations complémentaires qui vont venir pour faire du perfectionnement. Alors un petit peu les plus et les moins du BIM depuis qu'on l'utilise. Donc la visualisation de l'ouvrage en 3D, ça permet de voir rapidement la complexité, l'étendue d'un chantier, les superpositions, prévoir de la sécurité, de l'installation de chantier. Tout le monde voit la même chose, ça c'est relativement important. La modification d'ouvrage, c'est très facile et très rapide, avec des recalculs automatiques. Quand on faisait sur notre tableau Excel, notre métré, on avait la liste de toutes les longueurs de mur. Pour aller trouver le bon mur, c'était compliqué. Là, c'est super facile, on clique dessus et on modifie les propriétés de ce mur. On fait une export d'une visionneuse sur ATIC, donc c'est un EasyCutch allégé pour les conducteurs travaux. C'est très interactif. Ils cliquent sur l'ouvrage, ils ont les caractéristiques, ou ils cliquent sur le DPGF et ils vont voir dans l'ouvrage où sont les ouvrages sur lesquels ils ont cliqué. On fait de l'export de la maquette donc pour le chantier, et puis ça peut aussi servir pour faire de la synthèse. Ça facilite la communication entre le conducteur travaux et les chefs, et puis entre les chefs de chantier et les chefs d'équipe. Voilà, un visuel facile sur les ouvrages qu'ils ont à réaliser dans la journée. Donc les moins, aujourd'hui les dossiers ne comportent pas toujours des maquettes, et même s'il y a des maquettes, elles ne sont pas forcément exploitables à 100%, parce que les ouvrages ne sont pas forcément définis comme on a envie de les découper, par exemple par étage, où tous les murs sont mélangés et sont définis de la même façon. On n'a pas des murs de façade et des murs de refend. Voilà, donc ce n'est pas toujours exploitable. La définition des maquettes donc, est parfois sommaire, c'est ce que je viens de dire, ou pas adaptée au lot, d'où la création du livre blanc avec l'UMGO pour définir un cahier des charges. Une convention BIM est indispensable pour définir l'ensemble des éléments. S'il n'y a pas de convention, c'est assez compliqué. Pas tout le monde va dessiner de la même façon, et après quand on va superposer les maquettes, voilà, si on n'a pas mis le même point
d'origine, eh ben, les maquettes ne vont pas pouvoir se superposer. Donc la convention est indispensable. Nous, on a eu pas mal au début des difficultés d'avoir les éléments 3D de nos fournisseurs de matériel. Alors, donc on travaille beaucoup avec Sateco, des banques Sateco, des passerelles Sateco. Donc eux ont bien joué le jeu. Au début, on travaillait avec Allplan. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte que les fournisseurs qui développaient des éléments 3D le développaient pour Revit. Donc, on a été obligé d'arrêter Allplan et de passer sur Revit. Donc, ça a été une difficulté parce que il a fallu réinvestir dans Revit et puis surtout reformer les personnes sur ce logiciel. Difficulté d'exploitation sur le chantier, voilà, vis-à-vis du papier. Initialement, quand on a commencé le BIM, on a équipé nos chefs de chantier de tablettes PC en se disant ils vont les amener au chantier pour faire voir aux gars ce sur quoi ils vont travailler ou la position d'un chaînage ou d'un voile. Et on s'est rendu compte que les chefs ne sortaient pas les tablettes des bureaux. Donc, on est repassé au PC portable parce que plus performant. Mais aujourd'hui, on s'est posé la question. Donc, on a des cabanes à plans, nous, on va dire, faites en bois où les gars mettent les plans à l'intérieur sur le chantier qui passent d'un étage à l'autre. Et aujourd'hui, ça existe en numérique. Un grand écran tactile avec une imprimante. Donc, le chef d'équipe peut aller sur l'écran, bouger, aller chercher son morceau de plan et puis l'imprimer. Donc, ça va faire certainement l'objet d'un prochain investissement. Un petit peu les retours sur investissement. Donc, sur les avant-métrés, on estime à 20-30% du temps du maîtreur. Voilà, donc ce qui représente quand même 20 000 € par an. Voilà, c'est le gros gain aujourd'hui. Quand on fait des modifications, voilà, on a des versions de plans qui arrivent. Là, c'est très, très rapide. Très rapide. Par rapport à avant où il fallait rechercher dans notre tableur où était maîtré la dalle ou le voile. Là, on clique sur l'ouvrage et ça se modifie tout de suite. Les conducteurs de travaux, donc quand ils prennent le chantier en main, ils refont une budgétisation. Donc avant, ils refaisaient les quantités. Aujourd'hui, ils utilisent la maquette. Ils utilisent la maquette et ils ne refont plus de quantité. Voilà. Donc ça, on estime à 6 000 € par an et par conducteur. Voilà, on a 4 conducteurs dans l'entreprise, donc et ils ont entre 2 et 3 chantiers par an, donc c'est pas négligeable. Et puis, on a quand même certains marchés qui nous ont été attribués du fait de notre expérience dans le BIM. Par exemple, le siège du Crédit Agricole, voilà, ça faisait partie des demandes, en tout cas des références que l'on devait fournir au moment de l'appel d'offres. Et puis, voilà, ça l'a déjà été dit donc par Benoît Senior et puis par Luc Jacquemin, l'attractivité du métier. Aujourd'hui, le numérique, ça fait partie de la vie des enfants, ça fait partie de la vie des jeunes actifs. Et du coup, ça redonne, je trouve, une attractivité à notre métier de faire du numérique et d'intégrer le numérique dans le bâtiment. Voilà. Donc ça va permettre certainement de réintéresser des jeunes dans nos métiers. Voilà un petit peu pour la présentation du BIM chez Ragoussi. Merci, merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Une petite question, globalement, on a un retour sur investissement ou pas? Ou c'est encore trop tôt pour le dire chez Ragoussi? Alors, nous, au bureau d'études, c'est clair qu'on a un retour sur investissement. Voilà. Aujourd'hui, on ne fera pas marche arrière, on ne retournera pas au tableur Excel et à notre règle échelle et nos fluos. Ça, c'est une évidence. Donc, nous, on développe, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'est de développer sur 2 axes. Donc, en amont, pour avoir des maquettes qui soient très exploitables, donc éviter de redessiner, de remodéliser pour faire le quantitatif, donc arriver à avoir immédiatement une maquette structure exploitable. Ça, c'est le premier axe donc, qui est en amont. Et ensuite, les axes qui sont plutôt en aval, donc c'est au niveau bureau d'études méthode, c'est d'arriver à faire du plan d'installation de chantier sur de la maquette.
et de développer un petit peu plus l'exploitation au niveau du chantier. Voilà. Donc, on commence, aujourd'hui, on a des robots d'implantation, on a investi dans 2 robots d'implantation et où les chefs de chantier utilisent la maquette structure pour la mettre dans le robot et faire les implantations sur chantier. Voilà. Donc, le chantier de la piscine de Manosque qui est très compliqué, si on n'avait pas eu le robot, il aurait fallu faire venir un géomètre toutes les semaines pour faire des implantations. Voilà. Là, le chef intègre le plan structure fait sa maquette structure sur son ordi, il définit les points qu'il veut implanter, il envoie ça dans son robot et il va sur place et tout seul, il implante. Voilà. Ok. Voilà. Oui, il faut le généraliser. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci Frédéric pour cette présentation très intéressante et bravo aussi à Ragoussi pour cette démarche. Je vais laisser la parole à Ronan pour conclure. Et d'abord, merci. Donc, merci Frédéric et merci aux autres intervenants. Encore une fois, Merci à vous. on voit que le BIM, ce n'est pas que l'affaire des grandes entreprises, hein. On a eu aujourd'hui beaucoup d'exemples de petites entreprises qui qui se sont engagées dans la démarche du BIM. Et alors, on a montré aussi que lors de ces interventions, que faire un ROI du BIM, c'est pas forcément très évident. On a vu qu'on a encore pas mal de difficultés à chiffrer ce retour sur investissement. Mais enfin, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde, vous avez montré, en tout cas, vous avez démontré qu'en tout cas, vous avez lancé la démarche et pour rien au monde, vous reviendrez au tableau Excel et que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. En tout cas, merci. Et Ronan, je te laisse la parole pour la conclusion et annoncer le prochain webinaire. Ouais, merci Philippe. Bah, je vais être très rapide sur cette conclusion. Donc, je m'associe bien sûr à Philippe et avec l'ensemble des équipes du pôle pour remercier à la fois les participants et les intervenants à ce webinaire. Peut-être juste pour vous réexpliquer, en fait, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'un programme stratégique au niveau du pôle qui s'appelle Compétences, compétitivité, numérique et usage. Donc, avec une approche sur l'année 2022 et qui, je pense, on redupliquera ou qu'on maintiendra en 2023, qui a été de travailler en fait 3 clubs BIM vraiment très, très locaux. Donc on a fait en fait à Strasbourg, Nancy et à Mulhouse-Belfort, sur des projets, du partage de retours d'expérience sur des projets concrets menés sur ces territoires-là, donc autour d'opérations, en BIM sur différentes typologies d'ouvrages et puis 2 webinaires un peu plus prospectifs en fait, qui sont organisés sur la fin d'année. Donc que sont ce webinaire aujourd'hui sur le ROI et je reviendrai très rapidement sur les conclusions, en tout cas sur la richesse de ce qui a été évoqué et j'essaierai d'en faire une synthèse très rapide, et d'un deuxième webinaire prospectif qui lui aura lieu le 6 décembre, donc sur le même créneau horaire et qui sera dédié aux jumeaux numériques, aux passerelles entre le BIM et le jumeau numérique, et notamment à tout le travail en fait sur des retours d'expérience de projets labellisés R2S, dans le cadre des travaux et du partenariat qu'a le pôle avec la Smart Building Alliance, et donc en fait de cette passerelle aussi en fait sur les usages, du bâtiment. Donc, juste en conclusion, bon, moi, je trouve ce qui ressort, et encore une fois, merci aux intervenants pour ce webinaire et la richesse en fait des interventions. C'est peut-être plusieurs choses. C'est que quand on a avec Philippe et avec les équipes du pôle réfléchi en fait sur le montage de ce webinaire, on a commencé par faire un travail de veille en fait autour du ROI en se disant bon ben voilà, on a ce sujet qui nous intéresse. Est-ce qu'aujourd'hui ce sujet en fait il est documenté et si oui, comment il est documenté? Pour être totalement honnête et transparent avec vous, on s'est rendu compte qu'il y avait bien évidemment un certain nombre de choses, mais que finalement, il était, peut-être pas, suffisamment riche et suffisamment nourri. En tout cas, qu'il restait des choses à faire pour pouvoir, en fait, alimenter cette réflexion sur le ROI. Alors ça a été dit à juste titre en introduction, c'est vrai que derrière cette notion de ROI peuvent se cacher beaucoup de choses, puisqu'il y a effectivement le bilan financier du ROI en lui-même, mais au-delà de cette partie, en fait, bilan financier, il y a une approche aussi qui est, sur certains axes qualitatifs et donc tout n'est pas dans cette approche de ROI à proprement parler, uniquement financier. Et donc c'est parfois peut-être aussi ce qui rend difficile, en fait, cette mesure. Ce qui est aussi délicat, c'est qu'on voit bien que dans cette approche sur le ROI et ça a été dit sur les différentes interventions, on sait aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a quelques années quantifier à l'échelle de certaines entreprises, de certains corps de métier,
ce que sont les coûts, les bénéfices et quels sont les apports du numérique et du BIM, soit sur, l'amélioration du process, donc l'anticipation, la sécurisation, l'automatisation d'un certain nombre d'étapes, ou même sur le lien avec le recrutement, en fait, et l'attractivité des filières. Mais c'est vrai que si on voulait le comparer à l'échelle d'un bâtiment, il faudrait qu'on soit dans une démarche avec une rigueur scientifique peut-être un peu plus forte, où il faudrait comparer finalement 2 typologies d'ouvrages équivalents et similaires, un qui est fait avec et un qui est fait sans le BIM. Et comme on voit bien que l'incidence du BIM, elle n'est pas uniquement sur l'utilisation d'outils, elle est aussi sur des aspects méthodologiques. Et ben, voilà, on a encore aujourd'hui cette comparaison à l'échelle d'un bâtiment, pour pouvoir documenter ce ROI aussi bien sur les aspects financiers que sur les autres aspects croisés ou cachés liés à l'utilisation de ces méthodologies-là, n'est pas encore en fait, enfin reste encore en fait, à enrichir, à continuer à documenter. Et puis peut-être aussi en termes d'ouverture, on voit bien que cette réflexion sur le ROI, elle pose des questions sur, le lien entre les différentes étapes du bâtiment et donc, l'approche sur le cycle de vie complet du bâtiment ou l'approche en coût global. Parce que, bah, dans cette réflexion sur le ROI, on voit bien qu'il y a potentiellement des investissements qui vont être portés par certains corps de métier à certaines étapes du projet, par exemple en conception ou en exécution, et qui vont avoir des bénéfices ou des amortissements qui sont sur la vie en œuvre en fait de l'ouvrage. Et donc, effectivement, à l'intérieur de ça, on voit bien que, eh bien, si on voulait avoir une approche un peu plus exhaustive en fait pour documenter ce ROI sur le cycle de vie complet du bâtiment, on serait peut-être obligé en fait de pousser cette réflexion sur, encore une fois, une approche en coût global et donc une réflexion qui tient compte en fait de ce que sont l'ensemble des bénéfices financiers et autres, à la fois sur les étapes individuellement en fait, donc sur l'amont à la conception avec les acteurs industriels, sur la conception et l'exécution des ouvrages eux-mêmes, mais également sur la vie en œuvre et sur la déconstruction de ces ouvrages. Donc ça, c'était voilà, juste pour ouvrir un petit peu la discussion et puis, par contre, en fait, ce qu'est la vision du pôle et ce que intuitivement on retient et je finirai la conclusion là-dessus, c'est que et je pense qu'on le vit tous aujourd'hui et on en est convaincus, le numérique, je ne vais pas parler que du BIM parce que le BIM est à l'intérieur de ça un élément, mais, le numérique et l'apport du numérique de manière générale, en fait, dans notre filière, qui est un réel enjeu de compétitivité aussi, hein, pour notre filière en comparaison d'autres filières d'intérêt, et bien, a des bénéfices, et on le voit bien aujourd'hui, à la fois sur l'optimisation de certaines étapes, en fait, de production des ouvrages, que ce soit conception, réalisation, mais sur l'ensemble du cycle de vie, comme je le disais tout à l'heure. On a également, et ça c'est intéressant et ce sera l'objet du prochain webinaire, sur les passerelles entre le BIM et le jumeau numérique, c'est-à-dire sur le fait de pouvoir aussi avoir un socle où le BIM va alimenter en fait finalement, un jumeau numérique du bâtiment qui permet de développer des fonctionnalités techniques ou des fonctionnalités d'usage en fait à l'intérieur de ces bâtiments-là et donc d'aller proposer toute une approche en fait servicielle où on est au tout début de l'histoire, hein, sur cette partie-là, mais qui est aussi finalement un levier d'amortissement sur la vie en œuvre en fait de l'ouvrage et quelque part donc le BIM est une des composantes à l'intérieur de ça, un des socles qui vient autoriser ou permettre ça. En tout cas, il vient, heu, constituer c'est une des briques constitutives, en fait, finalement, potentiellement, de ce jumeau numérique et puis le dernier élément et c'est important, c'est que c'est aussi et c'est pour ça, je vous le disais, que ça s'inscrit dans ce P5, dans ce programme 5 qui est compétences, compétitivité, hein. Il y a bien la notion de compétence, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à l'intérieur de ça, que ce soit pour atteindre les objectifs aujourd'hui fixés en termes d'énergie carbone, que ce soit pour, réussir à massifier la rénovation énergétique et atteindre en fait la volumétrie en rénovation qui nous est demandée, que ce soit pour l'attractivité vis-à-vis des jeunes, le recrutement, on a besoin en fait de ce mix entre la compétence et la compétitivité et donc entre des personnes, des expertises, des femmes, des hommes qui vont demain travailler dans nos filières et en fait les apports des outils numériques. Donc voilà. En conclusion, c'est ça, c'est il reste des choses à documenter et à enrichir bien évidemment sur ce ROI. On est au tout début, mais on voit bien quand même qu'intellectuellement il y a des bénéfices et les bénéfices, eh bien je pense qu'il faut continuer à les enrichir, à les documenter et donc ce sera peut-être l'objet de travaux que nous aurons avec vous, pour lesquels nous vous solliciterons pour, peut-être autour d'un groupe de réflexion et d'un groupe de travail, alimenter cette réflexion sur la compétence et la compétitivité et donc sur les apports du numérique, pour la filière sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Voilà. Merci encore une fois à tous, à la fois participants et intervenants et puis n'hésitez pas à vous inscrire et à nous suivre en fait sur les prochains temps forts, donc à la fois le webinaire du 6 décembre et puis le colloque Build and Connect des 22 et 23 novembre à Strasbourg. Merci à tous et bon appétit à tout le monde.
Merci à tous, je crois.